Vous ne rencontrerez aucun entrepreneur sérieux qui vous dira qu'il n'a jamais connu d'échec. Ça n'existe pas. De toute façon, le succès est une succession d'échecs qui finissent par porter leurs fruits, à condition que vous puissiez bien évidemment tirer des leçons de chaque faux pas commis. Aujourd'hui, je vais justement partager avec vous un de mes échecs. Un échec cuisant sur un projet que j'ai lancé, que j'ai voulu lancer il y a quelques années, même si cet échec n'est pas fatal, il n'est pas final, parce que le projet va bien sûr être poursuivi, mais avec une nouvelle dynamique. Je vais quand même vous présenter les choses pour vous expliquer quelles ont été les causes de cet échec-là. Ce sont des causes qui expliquent de nombreux échecs, que ce soit dans nos environnements ou ailleurs. En tout cas, tant qu'on est entrepreneur, je vais partager ça avec vous pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. ROC de notre mantra, soyons rock. Les sujets que nous abordons sont variés, mais tournent tous autour de l'entrepreneuriat, du business, du développement personnel, du mindset et de l'éducation financière, parce que j'estime que ce sont ces sujets-là qui, ensemble, puisqu'ils sont interconnectés, permettront à chacun d'entre nous d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Abonne-toi donc, si ce sont des sujets qui te parlent, et active la cloche de notification. Tu pourras ainsi suivre toutes les vidéos diffusées quasi quotidiennement ici sur cette chaîne. Encore une fois, bienvenue à bord. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un échec. Un échec qui, on va dire, m'a grisé à un moment, c'est clair. De toute façon, quelle que soit l'expérience, quel que soit le mental, quelle que soit la force que l'on a mentalement, quelle que soit l'anticipation, les prévisions, les études, personne n'est préparé à un échec dans le business. On est capable de supporter, mais personne en fait ne recherche un échec. Personne ne s'attend à se casser la figure. Surtout quand on a déjà roulé un peu sa bosse et on se dit oh bon, écoute, ça devrait aller. La réalité c'est qu'aujourd'hui encore, même Bill Gates avec cette décennie d'expérience en tant qu'entrepreneur XXL, Elon Musk, tous ceux que vous voudrez citer, Ali Baba, le fondateur d'Alibaba, Jack Ma et tous les autres, ils connaissent encore, ils subissent des situations difficiles comme ça et ils se prennent des raclées. Voilà. Dans le monde entrepreneurial, ça arrive, on se relève et c'est surtout qu'au niveau de la communication, ce sont des gens qui en parlent très peu parce que tout est très calibré à ces niveaux-là. Une seule petite information qui fait vaciller la confiance que les actionnaires ont en vous, ça peut faire chuter le cours des actions. Donc, ils n'en parlent pas forcément. Mais quand vous creusez un peu, il y a des articles, il y a plein de choses en ligne. Alors, on va parler aujourd'hui de certaines erreurs qu'il faut éviter de commettre parce que, en fait, elles mettent à mal un projet, quel qu'il soit. Je vous invite juste avant ça à cliquer sur le lien prévu dans la description pour le téléchargement de l'e-book gratuit 20 business rentables pour l'Afrique. Vous allez donc découvrir quelques idées de business dans cet e-book-là et elles sont extraites donc de cette chaîne où nous avons déjà abordé bientôt une centaine. En tout cas, on n'est pas loin de la centaine d'idées abordées sur cette chaîne, d'idées de business. Donc cette compilation de 20 idées, elle est disponible gratuitement. Cliquez sur le lien, faites-vous plaisir. Ça peut nourrir vos réflexions, ça peut être utile pour des gens autour de vous. Donc n'hésitez pas à télécharger cet e-book. Voilà. C'est cadeau, c'est pour nous, c'est la maison qui offre, comme on dit. Le business dont je veux vous parler, c'est un business dans le secteur de la mode que je voulais lancer il y a quelques années. Et c'est suite à un séjour à l'étranger que j'ai eu envie de lancer ce business. J'étais aux États-Unis en 2017, dans le cadre d'un programme, le YALI, que certains connaissent certainement, qui rassemble un certain nombre de profils, qui sont des profils performants au terme d'une sélection rigoureuse. Et ces profils-là, qui sont tous des entrepreneurs africains ou des personnes qui œuvrent, militent par exemple dans tout ce qui est leadership civique, etc., se retrouvent aux États-Unis. C'est un gros programme qui a été lancé et promu par le président Obama à l'époque, donc je crois que c'était dans les années 2010 au début, si je ne me trompe pas. Bref, moi j'étais de la cohorte 2017, de la cohorte béninoise, et je me suis retrouvé donc dans l'Oklahoma à Stillwater avec plusieurs autres nationalités. C'est un programme extraordinaire parce que en termes d'enrichissement culturel, ça vous permet d'apprendre
vraiment sur d'autres peuples, d'autres cultures africaines et de vous faire un véritable réseau. Aujourd'hui, j'ai des contacts un peu partout en Afrique grâce au Yali en partie. Donc j'étais au Yali et je portais, moi j'ai toujours eu un style qui fait penser à l'Afrique. J'ai le chapeau, mais également dans ce que je porte comme vêtements, j'aime bien arborer cette identité africaine-là à travers mes vêtements. Et je ne vais pas dire exactement quel type de vêtements a séduit les gens parce que le projet va être relancé. Donc je ne veux pas trop en dire, mais bref, il y a un des vêtements que je portais qui attirait souvent l'attention. D'accord? Un type de vêtement, je vais dire. J'en avais plusieurs qui attiraient l'attention et qui a séduit aussi bien mes compères africains qui étaient de la même cohorte que moi que les Américains que nous croisions à l'école, donc les professeurs, les formateurs, etc., etc. Et quand on est allé à Washington aussi, bah, c'était pareil. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros potentiel et j'ai voulu capitaliser sur ce projet-là. Alors moi, je suis un opportuniste dans les affaires. Quand je me rends compte qu'il y a une situation qui laisse entrevoir des perspectives, un bon entrepreneur, normalement, doit avoir le flair. Donc, se dire, ah tiens, si les gens disent ça, etc., pourquoi est-ce que je ne saute pas sur l'occasion? Je me suis donc promis que j'allais exploiter la commercialisation de ce vêtement-là. Et j'ai monté assez rapidement un business plan, puisque c'est de mon ressort, autour du projet. Et quand je suis revenu au Bénin, j'ai peaufiné ce business plan-là. On a fait un sondage, donc on a fait les choses dans les règles, hein, on a fait un sondage auprès de la population cible qui devait être la population américaine dans un premier temps, avant d'aller vers d'autres pays occidentaux. Et on a eu des retours extrêmement positifs par rapport à ce projet. Donc là, ça a été intégré, les résultats ont été intégrés dans notre business plan. On a fait tout ce qu'il fallait, le plan marketing, bref, le dossier était solide, costaud, propre, etc. Sur le papier. Il fallait passer à l'action. J'ai décidé que j'allais faire appel à d'autres personnes. Parce que moi, je suis dans une logique depuis quelques années où aller seul sur des projets, je ne trouve pas ça très pertinent. Et la force du groupe, franchement, il n'y a rien de plus puissant que ça. Et donc, certaines personnes que j'ai approchées étaient intéressées. On a décidé de se mettre ensemble, de fédérer les énergies et les efforts pour avancer sur le projet. On a commencé donc à développer une solution digitale. Et c'est là que ça devient difficile. L'une des erreurs fondamentales que j'ai commises, c'est de sous-estimer les ressources nécessaires. Je ne dis pas de ne pas estimer. Attention, parce que beaucoup de gens se lancent dans des projets sans estimer. Ça, c'est une catastrophe. Mais même quand vous faites une estimation, vous pouvez souvent être en dessous. C'est comme en productivité, quand on parle de la loi de Hofstadter, qui explique que en fait, tout ce que vous prévoyez prendra plus de temps que vous n'avez prévu. Et ça prendra même plus de temps que vous n'avez prévu malgré la marge que vous avez prévue. Mais c'est pareil hein, pour les projets, généralement, non seulement ça prend plus de temps, mais ça nécessite plus d'argent que ce que vous avez estimé, malgré les marges que vous pouvez prévoir sur une rubrique imprévue, divers, peu importe comment vous appelez ça. Ok? Et quand je dis qu'il y a eu une mauvaise estimation de ma part, ça a été à plusieurs niveaux. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. C'est tout ça qui fait mûrir d'ailleurs. Toutes ces erreurs-là m'ont fait grandir. Ok? La première erreur au niveau de la sous-estimation, c'est une erreur, on va dire technologique. La sous-estimation des ressources technologiques, techniques et technologiques. Nous devrions développer une plateforme, en l'occurrence un site web et ensuite une application connectée, qui allait donc porter le projet, qui est un projet, on va dire, novateur, qui existe sous une certaine forme dans des pays développés, occidentaux, mais sans l'approche que nous apportions. Donc on était vraiment sur un gros filon. Les problèmes ont commencé à se poser lorsque, au moment de développer le site web, on s'est rendu compte que toutes les étapes déjà qui précèdent le développement n'avaient pas été bien budgétisées, anticipées. On a dû passer par un designer, un UX designer, d'accord, quelqu'un qui est spécialisé dans l'expérience client, donc l'expérience de navigation, qui a dû travailler sur un certain nombre de paramètres. Ensuite, on a commencé à travailler avec les développeurs et c'est là qu'il y a eu également une sous-estimation des ressources humaines. Parce que les gens avec qui on travaillait, ils n'étaient pas assez disponibles.
Et j'ai remarqué que c'est quelque chose d'assez fréquent. Je l'ai remarqué par la suite, parce que beaucoup de gens sont venus à moi en coaching, ou des gens que j'ai accompagnés d'une manière ou d'une autre, et ils ont subi la même chose. C'est assez difficile d'avoir des développeurs in-house dans nos pays, c'est-à-dire des développeurs qui sont dédiés et qui bossent dans votre boîte. Ils adorent être en freelance, la plupart sont en freelance, les meilleurs profils sont en freelance, les profils moyens également, et c'est un peu comme les graphistes ou les réalisateurs, monteurs et compagnie. Quand ils sont moyens ou un peu dessus, hein, ils n'aiment pas travailler dans une entreprise, ils se disent en freelance ça va être plus intéressant pour moi. En réalité, il y en a beaucoup qui ont du mal à atteindre des niveaux de revenus importants en étant en freelance. Mais ils valorisent beaucoup la liberté. D'accord? Ils se disent je vais être à mon compte, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Et donc on a eu beaucoup de mal à avoir un développeur qui soit dédié. Donc on a travaillé avec un développeur mis à disposition par quelqu'un qui devait être un partenaire. Ça s'est pas bien passé parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Ils étaient souvent en retard. On devait reprendre les mêmes choses tout le temps, etc., etc. On a dû changer d'équipe à plusieurs reprises. Donc le projet piétinait. On avance, on fait 3-4 marches, puis on est lâché par un dev ou on doit passer par quelqu'un d'autre. On recommence, tac, tac, tac. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas externalisé complètement, me direz-vous, en passant par des plateformes de freelance? Parce que c'est pas le type de projet pour lequel tu délègues tout à des freelancers qui sont à des milliers de kilomètres. Il y a des projets pour lesquels, pour qu'une base soit bien établie, tu dois avoir une personne qui est dédiée, sur qui tu peux compter, qui est présente dans une certaine mesure et qui peut vraiment avancer avec toi. Il y a également une contrainte budgétaire parce que la sous-estimation justement a affecté également les ressources financières. Si l'on avait eu connaissance de cet aspect connaissant les développeurs in-house dans nos environnements, on aurait décidé de travailler avec un développeur qu'on aurait recruté sur ces plateformes de freelance, que sont Upwork, Fiverr et compagnie. Mais à ce moment, on aurait eu une autre difficulté. Les développeurs capables de mettre en route, en branle, ce qu'on voulait créer, nous auraient coûté extrêmement cher. Beaucoup plus que ce qu'on avait budgétisé. Et donc, on s'est retrouvé dans une spirale qui m'amène à vous dire ceci. Les projets technologiques sont des projets complexes. Ne vous lancez jamais dans un projet technologique si vous n'avez pas 2 ou 3 fois le budget que vous avez mis sur papier. Parce que vous aurez des surprises. On a perdu beaucoup d'argent dans ce projet. Beaucoup. Parce qu'on a sous-estimé les finances, on a sous-estimé les ressources techniques et technologiques. Quand je parle de ressources technologiques, j'aborde également tout ce qui concerne, par exemple, les solutions de paiement. Pour le marché américain, il fallait qu'on passe par Stripe ou une solution, on va dire, concurrente qui serait d'envergure et qui pourrait donc être déployée. Depuis l'Afrique, ce n'est pas possible. Donc, il faut créer une entreprise dans un pays qui est supporté, accepté par Stripe et consorts. Donc, soit vous créez une société offshore, soit vous avez un de vos associés qui vit dans ces pays et qui doit faire les démarches, etc. Et c'est compliqué. Les solutions de sociétés offshore, ça marche. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui ne sont pas toujours très clairs autour. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a également au niveau humain l'implication des associés. Les associés qui arrivent lorsque ce sont des investisseurs, ce sont des gens qui n'auront pas le temps de travailler ou de consacrer quelques heures à tel volet du projet. Donc, il faut embarquer cette réalité dans la réflexion et définir une team qui va être payée à plein temps avant même le lancement. Alors, nous, on avait budgétisé la team qui serait payée à partir du lancement et on avait prévu, avant le lancement, de l'argent, pour des achats simplement, des fonds pour le développement. Mais au-delà du développement, il y avait beaucoup de choses à faire. On a dû faire un shooting photo, il a fallu coordonner beaucoup de choses au niveau graphique. Moi, je faisais tout ça en tant que lead sur le projet, mais j'avais mes autres activités. Et je n'avais pas pris en compte le fait que ce projet m'aurait demandé 10-15 heures par semaine. Je me disais avec 2-3 heures par semaine, ça va être OK. C'était pas le cas. Donc si je résume tout, il y a eu une sous-estimation de toutes les ressources financières, techniques et technologiques et humaines. Et ça fait que le projet a piétiné. Une autre réalité qu'il faut prendre en compte, erreur que nous commettons assez souvent, aujourd'hui, moi je la commets plus, ça fait de nombreuses années d'ailleurs, mais je l'ai commise à plusieurs reprises.
Donc ça vaut le coup d'en parler, je sais que je ne suis pas le seul dans le cas, hein. On parle avec beaucoup d'entrepreneurs, on entend souvent ça. C'est de ne pas bien connaître le secteur d'activité dans lequel vous voulez aller. Moi, ce secteur d'activité, en l'occurrence la mode, mais avec de la tech en plus, j'ai appris à le connaître en faisant l'étude de marché autour du projet, mais je n'ai pas suffisamment creusé. Je pense que j'y suis allé un peu trop vite. Et qu'il aurait fallu que je prenne 3, 4, 5, 6 mois en plus pour véritablement comprendre les codes de cette industrie-là. On s'est donc cassé la figure à plusieurs reprises et on a finalement trouvé les éléments qui permettraient de mettre ce projet-là en place. Ça va donc être chose faite, c'est pour ça que je ne vous donne pas trop de détails. Et dans les prochains mois, vous entendrez probablement parler de cette plateforme, même si elle est destinée d'abord à un public, on va dire, occidental et occidental dans les deux sens, c'est-à-dire diaspora africaine, mais également occidentaux, tout simplement, donc caucasiens pour dire les choses simplement. D'accord? Donc ça va venir, vous en entendrez parler, mais on a eu de nombreuses galères. Et lorsque ça va être relancé, ça va être justement parce que nous allons avoir suffisamment de ressources à tous les niveaux pour pouvoir porter ce projet. Les projets technologiques coûtent cher. Ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher que ce que l'on pense. Je le dis et je le redis. Que les gens arrêtent de vous mentir et de vous faire croire que tout ce qui est en ligne, non seulement ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais en plus, on gagne beaucoup de sous rapidement. Je veux dire, ça ne demande pas beaucoup d'argent en termes d'investissement. On investit peu, on gagne beaucoup et vite. Et sans faire grand-chose, c'est faux. Vous voulez des revenus passifs? Peut-être qu'il y a des business en ligne qui le permettent, mais ça va être du semi-passif parce qu'il va falloir quand même faire une certaine maintenance sur le business et ça va pas être, même semi-passif, ça va pas être tout de suite. On dit aux gens, oui, vas-y, il faut faire Amazon FBA ou alors fais du print on demand, fais du e-commerce, fais du dropshipping, c'est facile. Les gens vous mentent. Il faut des fonds importants pour démarrer ces business-là. Il faut une bonne connaissance également de ces industries. Et il faut du temps pour rentabiliser. Donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que ce sera édifiant pour beaucoup d'entre vous. Et si vous avez besoin d'être accompagné justement, n'hésitez pas à nous contacter pour une séance de coaching d'1 heure si vous avez une problématique précise. Ou alors pour un ensemble de séances, là c'est un suivi qui se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. N'hésitez pas à me contacter, le lien est en description. On a appris de nos échecs, on en a eu plusieurs autres d'échecs. Ça c'est un parmi les nombreux échecs qu'on a connus. Mais on a eu, grâce au Big Boss, on a eu également de nombreux succès. On a eu plus de succès que d'échecs. On a eu des succès majeurs qui nous ont permis de pouvoir ensemble, avec ces échecs-là, nous faire forger une bonne culture entrepreneuriale et pouvoir justement avancer avec sérénité dans le monde des affaires. On échouera encore. Certains business, ça fait partie du jeu. Mais le but, c'est qu'on gagne plus, qu'on échoue. D'accord? Et ça fait une douzaine d'années que je suis consultant et que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, de porteurs de projets, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, au Cameroun, un peu partout en Afrique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On a une batterie de services qui peuvent vous intéresser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Partagez-la pour que de nombreuses personnes puissent profiter de ce contenu et ne pas tomber dans des pièges qui peuvent paraître banals, mais en réalité qui ne le sont pas. D'accord? C'est quand on se met à l'œuvre qu'on se rend compte que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et abonnez-vous pour rejoindre la communauté ROC. Je serais ravi d'avoir vos commentaires, de pouvoir les lire et d'interagir avec vous, puisque c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Est-ce que vous avez commis déjà des projets pour lesquels vous aviez justement commis ces erreurs-là, notamment la sous-estimation des ressources matérielles, techniques, humaines et autres? Partagez votre expérience, vos avis avec nous. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.